Très heureux de vous savoir plus nombreux que d'habitude à suivre cette émission. Invité de la rédaction, nous sommes déjà là, mesdames et messieurs. Merci de votre fidélité à la RTGA Aude. Vous le savez bien, Joseph Kabila Kabange s'est exprimé dimanche pour la toute première fois depuis le feuilleton G7 et a démenti tout complot visant le changement de la Constitution. Il s'est dit prêt pour les élections. Mesdames et messieurs, nous allons faire le décryptage de la communication du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, avec les invités sur ce plateau. Contrairement à l'idéologie de cette émission, nous recevons aujourd'hui exceptionnellement deux personnes. Il s'agit bien de l'honorable Dieudonné Mwenzé. Il est cadre du PPRD, il est de la majorité présidentielle à qui nous disons bonjour. Bonjour, M. Pamphile. Le deuxième invité, il se nomme Jean-Jacques Mamba. Il est porte-parole du mouvement de libération du Congo, MLC. Bonjour, M. Jean-Jacques. Bonjour. Merci d'être avec nous, mesdames et messieurs. Voilà, ce sont là les deux invités qui vont devoir répondre à quelques questions, notamment concernant la communication de Joseph Kabila Kabange à Kingakati, sa ferme, accusée par certains dissidents de sa majorité et même de l'opposition de vouloir trafiquer ou sinon changer la constitution en sa faveur. Joseph Kabila Kabange a formellement démenti tout complot qui viserait au changement de la constitution. Jean-Jacques Mamba du MLC, vous êtes au moins cette fois-ci rassuré? Ok, merci pour la question. Vraiment rassuré qu'il n'y aura pas changement de la Constitution? Avec votre permission, je vais peut-être prendre 3 phrases du président de la République. Oui. Rassuré, non, nous sommes quand même contents qu'il ait parlé finalement, parce qu'on attendait beaucoup ce moment qu'il s'exprime, bien que cette communication était tout à fait floue. Et je vais prendre 3 exemples. Le président n'a pas démenti tout complot, mais il a simplement dit qu'il n'a pas souvenance d'avoir participé à une réunion dans laquelle il était question du changement de constitution. Cela veut dire en d'autres termes que jusqu'au moment où il parlait, cette réunion n'avait jamais eu lieu, mais il n'a pas exclu la possibilité qu'elle ait lieu dans le sens où il continue en disant les sénateurs, les Congolais, les députés peuvent réfléchir sur la question. Ça veut dire que si sa majorité réfléchit sur la question, il dira maintenant que vous avez réfléchi, on peut en discuter. On aurait attendu que sur cette question-là qu'ils disent il n'a pas été question jusqu'à présent et il ne sera jamais question jusqu'à la fin de mon mandat que l'on touche ou qu'on discute sur des questions constitutionnelles. La deuxième des phrases, c'est dit je suis prêt pour les élections. En tant que non-candidat, je ne comprends pas comment il peut être prêt pour les élections. Mais pourquoi vous voulez qu'il soit non-candidat? Parce que le moment n'est pas venu pour annoncer ou pas désannoncer? Simplement parce que la Constitution lui interdit de le faire. Il a eu ses 2 mandats, c'est terminé. Donc je ne vois pas comment un non-candidat peut être prêt pour les élections. Donc c'est aussi une forme qui est assez inquiétante. Et la troisième des phrases, si vous permettez, c'est dit « On a peur de moi et je ne sais pas pourquoi ». Lorsque vous êtes président de la République, lorsque nous sommes dans une démocratie, si vous êtes conscient que les gens ont peur de vous, c'est quand même grave. Vous êtes le garant de la nation, il faudrait à un certain moment que vous puissiez baliser ce genre de sentiments parce que les gens doivent avoir confiance en vous. Donc lorsque le président de la République dit « je ne comprends pas pourquoi on a peur de M. Kabila », ça devait l'inquiéter. Il devait rassurer davantage et je ne pense pas qu'une annonce à Kingakati alors qu'il pouvait la faire dans un lieu beaucoup plus officiel avec une communication plus officielle est de nature à rassurer, notamment nous le MLC nous ne sommes pas rassurés. Je ne pense pas que la population, encore moins l'opposition, l'est. Est-ce que c'est la lecture de Dieudonné Mwenzé de la majorité présidentielle? Non, M. Pamphile, une lecture tout à fait contraire. Vous savez, ça ne me surprend pas de l'apprendre de mon co-débatteur du MLC et d'affirmer ce qu'il est en train de dire tout à l'heure, dans ce sens qu'il se rappelle de certaines phrases de Joseph Kabila le dimanche dernier, le 4 octobre, mais il ne se rappelle pas d'autres phrases prononcées déjà bien avant par Joseph Kabila. Et c'est le même Joseph Kabila qui s'est exprimé dimanche dernier, mais c'est aussi le même Joseph Kabila qui s'était déjà exprimé depuis longtemps pour dire, à la fin de son mandat, il va procéder à une remise-reprise avec le président entrant et de manière civilisée. Ça, je crois que mon ami du MLC ne se rappelle pas de ça. Vous savez, les analyses politiques sont faites généralement par des personnes de bonne foi, de manière correcte, mais quand on est animé de mauvaise foi, des fois on le fait de manière incorrecte. Et Joseph Kabila, il a le droit de dire qu'il est prêt pour les élections. Puisque mon co-débatteur ne va pas me contredire, on ne va pas aux élections simplement en tant que candidat. On peut aussi aller aux élections en tant qu'électeur. Les élections sont ces opérations électorales qui mettent ensemble les éligibles et les électeurs. Mais pourquoi il peut dire que Joseph Kabila n'est pas prêt pour les élections?
Et Joseph Kabila, c'est quand même, jusqu'à preuve de contraire, l'initiateur et l'autorité morale de cette famille politique. Et il a la possibilité, quand il est devant ses lieutenants, de rassurer ses lieutenants, de dire d'abord lui-même en tant que numéro 1 de cette famille politique qu'il est prêt pour les élections. Et là, je suis en train d'entendre avec vos téléspectateurs un discours contraire, puisque les amis de l'opposition ont toujours réclamé que Joseph Kabila se prononce. Et il l'a déjà fait plusieurs fois, même si on l'accuse de ne pas l'avoir fait dans un cadre officiel. Mais avant qu'il ne soit chef de l'État ou institution président de la République, Joseph Kabila est d'abord opérateur politique avec une famille politique qui le soutient. C'est l'AMP. Donc il a la possibilité, selon le cadre qu'il veut choisir, de s'exprimer soit dans une institution officielle, par un discours officiel, ou aussi dans une institution ou dans un cadre purement privé. Mais ça n'a pas empêché la presse de pouvoir relayer le message. Ça n'a même pas empêché les participants à cette rencontre de Kingakati, comme cadre privé, de relayer le message. Moi, je crois qu'il faut prendre le message de Joseph Kabila dans son ensemble. Il ne faut pas prendre les termes qui vous intéressent et ne pas prendre des termes qui ne vous intéressent pas. Quand il dit, Joseph Kabila, que les gens ont peur de moi, mais les gens ont peur de lui pas comme président de la République, mais les gens ont peur de lui comme probable candidat potentiel. Alors que la Constitution est claire à ce sujet. Et effectivement, il faut le dire, puisqu'il ne faudra pas qu'à un certain moment, on puisse dire le mensonge à notre peuple. Joseph Kabila, la Constitution, suivant l'article 70, ne lui permet pas d'avoir 3 mandats consécutifs. Mais Joseph Kabila peut prendre après les 2 mandats consécutifs un autre mandat. Il peut revenir après 2021. Il peut revenir après 2026. Donc c'est vous dire que Joseph Kabila à tout moment peut venir. Et mon co-débatteur le sait que Joseph Kabila a encore la vigueur d'être encore présent et vivre parmi nous pendant 20 ans, 30 ans devant. Donc c'est vous dire que Joseph Kabila, comme individu, il faut avouer qu'il fait peur à beaucoup de gens puisque Joseph Kabila a du moins un bilan à présenter jusque-là, alors que le MLC et d'autres partis de l'opposition n'en ont pas. Joseph Kabila a un discours à tenir, puisque l'AMP elle-même a un projet de société. Je crois que ce sont des choses qu'il faut dire clairement. Il le dit comme candidat potentiel, il s'est dit. Et d'ailleurs, je crois que mon débatteur a élagué certains propos de Kingakati. Il dit bien que nous sommes prêts pour les élections, mais il avoue aussi que pendant ce moment, d'ailleurs il dit mais les élections peuvent s'organiser même demain. Personne ne peut battre la majorité. Oui, il dit par anecdote que les élections peuvent s'organiser même demain. Et comme analyste politique, il s'est dit, il ne pense pas qu'une autre famille politique peut gagner les élections à part l'AMP. Et ça c'est vrai, puisque suivez les discours en longueur de journée, dans les médias. L'opposition n'a pas d'autre discours que de parler du départ de Kabila. Ils ont focalisé tous leurs discours sur le départ de Kabila. Comme si c'était ça la finalité, que le peuple n'attendait que ça. Non, en dehors du départ de Kabila, je crois que le peuple attend de nous, en tant qu'opérateurs politiques, un discours clair par rapport à la vision d'avenir de ce pays. Et c'est ce qu'on ne comprend pas et c'est ce qu'on ne voit pas à travers les messages de nos partenaires ou bien de nos amis. Oui, fidèle à sa nature profonde, celle d'un chef optimiste et déterminé, Joseph Kabila a dit qu'il était prêt pour les élections, même dans 2 ou 3 jours, a-t-il dit dans sa communication, et que personne ne pouvait, n'est-ce pas, battre la majorité présidentielle aux élections. Je ne sais pas, Jean-Jacques Mamba, est-ce que cet optimisme peut être justifié? Bon, déjà, je pense que les présentations étaient mal faites. J'ai l'impression d'avoir comme co-débatteur le porte-parole adjoint de la majorité présidentielle. Lui-même, il est cadre de la majorité présidentielle. Il est beaucoup plus fort que M. Mendes, c'est très intéressant. Donc, ici, communicateur de l'AMP. Non, mais vous méritez cette place-là. Donc, ici, au fait, lorsque M. l'honorable dit que M. Kabila est prêt comme électeur, ça nous rassure. Il aurait pu rajouter cette phrase-là, mon intervention serait sans objet. Malheureusement, il ne l'a pas dit. Il a dit, je suis prêt pour les élections même demain. Au moins, vous avez Lorsqu'il revient aux déclarations du président de la République, la seule déclaration qui est connue par l'opposition et l'ensemble de la population, c'est lorsqu'il disait qu'il va respecter, il prêtait serment de respecter la Constitution. Mais la déclaration selon laquelle il y aura un transfert civilisé de pouvoir a été faite par M. Mende au nom du président de la République. Mais le président lui-même ne s'est que rarement exprimé sur cette question. Et pour terminer, par rapport d'abord à son intervention, avant de répondre, lorsque monsieur dit qu'au-dessus
que M. Kabila s'est exprimé en tant qu'individu lorsqu'il disait que les gens avaient peur de lui. Non, M. Kabila n'a pas convoqué les gens à Kingakati comme un individu. Il a convoqué les gens à Kingakati comme le président ou l'autorité morale et il a parlé comme étant président de la République. Il a bien dit le président Kabila fait peur. Pourquoi? Et moi je dis au président Kabila que M. Kabila, organisez-vous pour que les gens aient moins peur de vous. Rassurez parce que vous êtes le président de tous les Congolais et il ne faut pas se nourrir de ce genre de peur parce que finalement le pays n'avance pas. Maintenant, pour répondre à mon co-débatteur, je pense qu'il ne suit pas souvent nos interventions. Je parle du MLC, je vais parler même des camarades de l'UNC, de l'UDPS. Nous avons des programmes alternatifs qui ne sont pas des caricatures. Nous avons des programmes chiffrés que nous avons souvent exposés. Vous m'avez souvent reçu dans des émissions, dans plusieurs émissions. Lorsque nous parlons d'alternatives avec des chiffres à l'appui. Ce qui se passe aujourd'hui dans la majorité, c'est qu'il y a une forme d'autosatisfaction. Alors que finalement, nous restons le pays le plus pauvre du monde et qu'après 10 ans, on n'a même pas augmenté le revenu du Congolais moyen d'un seul dollar. Vous avez des gens qui arrivent à la télévision, comme l'honorable que je respecte beaucoup, et qui disent que Kabila fait peur pour des non-performances, ou que la majorité fait peur pour des non-performances. Vous croyez que quelqu'un qui n'a pas travaillé pendant 10 ans, des hôpitaux qui sont construits qui ne sont même pas accessibles. Vous avez plus de 160 millions dépensés pour l'hôpital du Cinquantenaire et le fonctionnaire moyen ne peut même pas y aller. Vous voulez parler de 10 millions de Congolais dans la ville de Kinshasa qui n'ont pas de quoi se nourrir. Vous parlez qu'il n'y a pas de courant. 1% de la population n'a pas de courant et vous allez faire peur aux gens avec des non-performances. Non, je crois qu'on doit être sérieux vis-à-vis de la population. Et lorsque vous n'avez pas l'humilité des faibles résultats ou l'humilité des résultats inexistants, vaut mieux avoir des postures condescendante, enfin je veux dire des postures plutôt humbles, que de dire qu'il n'y a personne qui va battre la MP. Oui, dans un contexte où on va truquer comme en 2011, le chef de l'État l'avait reconnu. Comment vous ne voyez que oui, le trucage en tout? Parce que le président de la République nous a dit aux élections... Il n'a pas dit que nous allons tricher aux élections. Il a dit ceci, en 2011, que les élections étaient chaotiques et qu'il reconnaît qu'elles étaient mal passées. Donc, elles ont été chaotiques en 2011. En 2006, elles étaient plus ou moins moyennes. Si on va avoir de même type d'élections, c'est normal qu'elles gagnent. Mais je veux dire, dans un système électoral neutre, avec une CENI qui fait son travail, je ne donnerai même pas 5% de la majorité. Est-ce que l'opposition, vous avez tous les atouts pour battre la majorité présidentielle aux élections avec des divisions du jour le jour? Non, ce n'est pas un problème de division. Vous savez, aujourd'hui, si le président de la République désigne un dauphin, vous allez voir que cette majorité va s'éclater. Parce qu'elles ne seront même pas d'accord sur le dauphin. C'est ça votre prophétie? Non, mais je vous le dis. Le jour que le président va dire, écoutez, le dauphin c'est telle personne, elle va s'éclater. Déjà, vous avez vu Katoum est parti. Et le G7 et tout ça. Donc, il ne faut pas prêcher l'unité de l'opposition pour gagner une élection. Nous devons prêcher le programme. Quel est le meilleur programme? Quel est le bilan à présenter? Aujourd'hui, M. Kabila, il a un boulevard à présenter, il a un hôpital à présenter, mais d'un point de vue socio-économique, il n'y a rien à présenter. Maintenant, ceux qui viendront et qui prétendront faire mieux que lui, devront, comme le MLC, apporter des programmes chiffrés. Et moi, je pense très bien que dans l'opposition, il y a des personnes en mesure de gérer ce problème et de se présenter comme candidat et de mieux faire que la majorité actuelle. En 2 ans, des gens peuvent mieux faire que ça. En 2 ans, les gens peuvent mieux faire que ça. Dieudonné Moïse, apparemment, l'opposition ne croit qu'au système de tricherie. Est-ce que vous pensez que la majorité ne peut accéder au pouvoir que par des voies malhonnêtes? Non, vous savez, ça ne me surprend pas de l'entendre de mon co-débatteur du MLC. Beaucoup de membres de l'opposition pensent comme lui, se préparent déjà à contester les élections. Avant même les élections, simplement puisque nombreux ne sont pas prêts pour affronter ces élections. Je voudrais d'abord préciser quelque chose avant de revenir à ce que vous posez comme question. Je précise ici que Joseph Kabila, il n'a pas dit pourquoi les gens ont peur de moi en tant que président. Je crois qu'il faut que ça soit clair vis-à-vis de l'opinion. Joseph Kabila était à Kingakati comme autorité morale de la majorité et il s'est réuni avec le membre de la majorité présidentielle. Donc c'est sa famille politique. Il ne s'agissait pas d'une rencontre officielle. Ça doit être précisé. Et quand je reprends sa phrase, c'est clair, il dit ceci. Je suis prêt pour les élections, même demain. Je ne vous ai jamais demandé de réviser la Constitution. Pourquoi les gens ont peur de moi? Point. Il ne dit pas pourquoi les gens ont peur de moi comme président de la République. Simplement puisque dans ce cadre, il sait qu'il a rencontré ses lieutenants en tant que chef de file de l'AMP. Je m'excuse. Il est président. Il est vrai qu'il est président de la République. Mais il ne faudra pas, c'est ce que j'ai dit d'entrée de jeu, qu'il ne faudra pas que les gens fassent la confusion puisqu'il a 2 casquettes. Avant d'être président de la République, il sait qu'il est opérateur politique et il sait qu'il a une famille politique qui le soutient et qu'il a soutenu depuis 2006 pour être là où il est. Donc quand il demande
à ses lieutenants d'être à Kingakati un cadre privé, une ferme privée, c'est qu'il veut passer le message privé à sa famille politique. Donc il ne parle pas comme président de la République. Ça doit être entendu. Et je dois préciser ici que Joseph Kabila n'a jamais dit que les élections de 2011 étaient chaotiques. Ce terme, je l'entends aujourd'hui de mon co-débatteur. Je reprends le terme qu'il avait prononcé lorsqu'il prêtait serment en 2011. Il avait dit « Je reconnais que les élections ont été entachées des irrégularités ». Il parle français comme moi, monsieur du MLC. Je crois qu'il va comprendre qu'il y a des grandes nuances, si pas des différences profondes entre chaotique et entaché d'irrégularité. Je m'excuse, j'ai encore le temps, un peu de tolérance. Chez nous, on nous apprend à tolérer quand quelqu'un parle. Je suis très tolérant. Merci bien. Et c'est aussi ça, les vertus de la démocratie. Si ça peut être au MLC, ça nous fera plaisir. C'est le cas. Alors, je reviens sur l'autosatisfaction. Non, nous n'avons jamais dit que nous sommes autosatisfaits. Nous savons qu'après plusieurs années de mauvaise gestion de cette République, et parmi lesquels nombreux des gestionnaires d'hier sont dans le MLC, je sais de quoi je parle, ce pays est tellement dans le gouffre que pour le relever, les défis sont énormes et le MLC le sait. Et d'ailleurs, quand nous nous sommes retrouvés avec le MLC en face en 2006, le MLC savait que le mandat de Joseph Kabila qu'il prendrait en 2006 serait le mandat le plus difficile. Et là, ils le savent. Mais nous disons simplement ceci, que les défis dans ce pays sont tellement énormes que celui qui passe, il fait sa part. Joseph Kabila n'a pas l'intention avec sa famille politique d'avoir tout fait dans ce pays. Non, comme je l'ai dit, les attentes sont tellement nombreuses pour notre peuple, puisque ceux qui ont géré la République l'ont amené là où la République se trouve aujourd'hui. Donc il a fallu un peu beaucoup d'efforts, un peu beaucoup de volonté politique de la part du chef de l'État et de sa famille politique pour relever tant soit peu les défis. Et beaucoup de choses sont déjà faites. J'ai entendu vers la fin de son intervention et j'étais heureux de comprendre que Joseph Kabila va présenter le boulevard, va présenter l'hôpital de Saint-Quentin, il l'a cité. Mais je crois que la liste n'a pas été exhaustive. Mais qu'est-ce que le MLC peut présenter? Et il dit dans 2 ans, nous serons en mesure de faire des exploits. Mais ça, c'est encore un discours. Il est important que nos amis de l'opposition, y compris mon co-débatteur du MLC, le savent, que quand on n'est pas à la gestion, on peut bien vendre le vent. Et c'est ce que ça, nous entendons. Ça, c'est ce que nous disons, vendre les illusions, vendre le vent. Simplement puisque aujourd'hui où nous parlons ici, la famille politique avec Joseph Kabila à la tête, nous avons fait ce que nous devrions faire. Peut-être que nous n'avons pas tout fait, mais nous disons simplement que nous avons un discours, je l'ai dit ici, et Joseph Kabila l'a dit, l'a rappelé à Kingakati. Nous avons du moins, nous, un projet de société, et nous avons au moins un bilan à présenter, malgré toutes les distractions que nous suivons de la part de nos adversaires politiques de l'opposition. Mais du moins, nous avons un message. Nous savons qu'est-ce que nous pouvons dire à la population si les élections se déroulent normalement. Si la population suit notre message, sans pour autant céder à l'intimidation, puisque là, il faut avouer aussi qu'il y a des gens qui intimident, mais aussi des gens qui vendent des illusions. Je vous dis sincèrement que la prophétie, s'il faut appeler ça comme ça, entre guillemets, du chef de l'État, peut toujours s'accomplir, c'est-à-dire permettre à ce que la famille politique du chef de l'État, l'AMP, puisse gagner les élections sans faute. Oui, Jean-Jacques Mamba, tout en vous donnant le temps d'une réplique, si vous avez à dire, je vous pose en même temps une question, parce que nous sommes en train de faire le décryptage, n'est-ce pas, de la communication du chef de l'État à sa famille politique. Il a dit qu'il avait, on a parlé de la Constitution, élection, et il y a le 3e point dans sa communication. Joseph Kabila Kabange a demandé à ses lieutenants, composés des députés et sénateurs, à bien, ou sinon de bien se préparer pour toute éventualité, d'être prêts pour le dialogue politique. Là, c'est la 3e manche dans sa communication. Vous, le MLC, est-ce que vous donnez beaucoup plus de valeur à ce dialogue politique voulu par le chef de l'État, ou vous estimez que ce pays peut évoluer sans qu'il y ait la remise en question de certains points essentiels? Merci pour la question. Comme vous pouvez l'imaginer, je vais essayer de rebondir très rapidement sur ce que mon co-débatteur a avancé. Bon, Vous savez, le problème avec la MP, c'est qu'à chaque fois qu'ils sont acculés, ils cherchent des boucs émissaires. Je tiens à rappeler que la Kabylie a commencé en 1997. Nous sommes aujourd'hui en 2015, ça veut dire plus ou moins 17 ans. Je tiens aussi à vous dire que pendant les 32 ans de Mobutu, le cuivre n'a jamais été exploité ou exporté de manière comparable à cette période-ci.
Ça veut dire que nous avons eu plusieurs compagnies minières et le niveau d'extraction était très élevé. C'est-à-dire que le niveau de richesse du pays a aussi augmenté. Par rapport à cette période-là, le niveau de la production. C'est comme ça qu'on a des budgets de 8, 9 milliards. Donc, ce que je veux dire par là, c'est quoi? Pour moi, ce discours ne pouvait tenir que pendant 2 ans. Ça veut dire que je pouvais laisser ce discours-là à M. Kabila, 97, 98, 99, maximum 2000, de dire, voilà, nous avons des problèmes, nous sommes en train d'organiser l'État. Parce qu'on nous a laissé un passif qui est lourd. Mais lorsque vous continuez ce message après 17 ans, c'est que vous êtes incapable. On ne peut pas pendant 17 ans dire qu'on est en train d'organiser l'État par rapport à une désillusion, une désorganisation qui a eu lieu pendant 32 ans. On ne le fait pas en 17 ans, on peut le faire en 3 ans maximum. C'est un problème de volonté politique et de savoir-faire. Oui. Donc je vous rassure aussi qu'en 1997, nous n'étions pas le pays le plus pauvre du monde. Aujourd'hui, nous le sommes. C'est une régression. Donc, on aura peut-être un débat sur cette question. Je vais laisser la question ouverte parce que j'aimerais bien que l'honorable puisse... Avant d'aller à ma question, il y a quelque chose qui me revient, avant que vous ne répondiez à ma question tout à l'heure. Vous avez l'impression de croire que Kabila n'a dirigé seul depuis 2006 jusqu'à ce jour. Vous oubliez que vous étiez aux affaires. Jean-Pierre Bemba a occupé un poste important. Ce n'est pas une omission. Écoutez, vice-président et chargé de quoi? Chargé des finances. Nous avions le ministère de budget. N'est-ce pas? Nous avions le ministère de budget. Je peux vous citer C'est-à-dire que si le bilan est négatif, c'est-à-dire que vous êtes aussi responsable. Attendez, nous parlons de 1997. Et effectivement, le MLC a participé. Oui. Et il n'y a pas une période plus stable que la période de 1+4. Tous les analystes s'accordent pour dire que lorsque le président Kabila est resté seul, la période qui va de 2011 à maintenant est beaucoup plus catastrophique. Il n'y a pas de stabilité par rapport à la période qui caractérisait le 1+4. C'était la période la plus stable. Pas parce que Jean-Pierre Bemba était dedans, mais c'est parce qu'il y avait un contrôle mutuel. Parce que la majorité ne pouvait pas faire n'importe quoi, les institutions se surveillaient. Aujourd'hui, c'est de l'anarchie. Vous avez des ministres des Finances qui font n'importe quoi, qui ne sont pas sanctionnés. Vous avez un Premier ministre qui, après 4 ans, il y a une loi de finances pour organiser les élections, se pointe devant la Cour constitutionnelle pour vous dire qu'il manque 2 millions pour organiser les élections. Et ça passe. Il vous dit qu'il n'y a pas d'argent pour les élections et ça passe. Ça veut dire que maintenant, la majorité gère seule. Elle n'est pas contrôlée et la situation est catastrophique. Donc, je crois que ce débat ne va pas finir. On va continuer avec votre question parce que je sais qu'on court derrière le temps. Vous dites bien préparer le dialogue. Vous aviez remarqué que dans mon intervention, je n'ai pas parlé de dialogue. Je crois avoir fait 2 ou 3 émissions. Parce que Kabila l'a dit. Oui, on a fait 2 ou 3 émissions pour vous dire que le MLC n'est pas pour un dialogue organisé par le chef de l'État. Pour la bonne et simple raison que les questions qui ont été soulevées dans le pré-dialogue sont de la compétence de la CENI et que c'est le gouvernement qui n'a pas donné les moyens nécessaires à la CENI sur instruction ou impulsion du chef de l'État. Nous considérons que le chef de l'État lui-même n'est pas un acteur prépondérant dans l'organisation des élections et qui n'a pas qualité à inviter un dialogue dans lequel le MLC participerait pour la bonne et simple raison que nous ne voyons pas en lui la vraie volonté d'organiser les élections dans ce pays. Et nous avons décliné l'invitation, autant l'UNC, autant l'UDPS, je ne suis pas leur porte-parole, mais vous avez aussi remarqué que l'UDPS est parti dans le pré-dialogue et sur la table sont sorties des questions de partage de pouvoir. Au moins, vous vous fait à l'UDPS pour vous gaillardir. Non, parce qu'en fait, c'était un cas de jurisprudence. C'était le paradigme pris par la majorité pour dire, mais pourquoi l'UDPS arrive? L'UDPS est parti en pré-dialogue à Venise et à Ibiza. Arrivé là-bas, on leur sort des postes ministériels. Ils ont refusé. Donc, au lieu de venir discuter d'un dialogue pour organiser les élections dans les temps constitutionnels, on vient vous expliquer qu'écoutez, il y a nécessité d'une transition, partageons le pouvoir, ainsi de suite. Ils se sont retirés et nous leur en félicitons. Donc, si M. Kabila, le chef de l'État, va discuter avec sa famille, il peut faire le dialogue avec sa famille, mais en ce qui nous concerne, malheureusement, nous ne sommes pas concernés. Alors, ne réclamez rien. C'est notre parce pays. C'est notre pays, nous nous accrochons au texte. Parce que vous dites que la majorité gère seule dans le désordre. On vous dit, ok, venez, restons autour d'une même table, parlez-nous clairement de tout ce que vous constatez comme désordre. Donnez-nous les pistes de solutions. Pour votre information, et vous le savez, la situation nous l'avons fait lors des concertations nationales pour tester la volonté du chef de l'État de remettre les choses sur les rails. Le taux d'exécution est de moins de 5%. Et pourquoi refaire la même chose? C'est un exercice laboureux. Pourquoi on va se livrer à un exercice avec la certitude que ce qui sera arrêté n'ira pas dans le sens des intérêts de la population parce que le chef de l'État et sa famille ne sont pas en mesure de suivre ce qui a été convenu lors des concertations nationales. Vous êtes dans la majorité présidentielle. Tout à fait. On vous accuse. La période 1+4, il y avait une stabilité. Ça vient de Jean-Jacques Mamba du MLC. Aujourd'hui, vous gérez seul. C'est le chaos. Non, je crois, M. Pamphile, il faut que l'on fixe l'opinion sur un certain nombre de choses. J'entends des propos qui semblent m'étonner de la part de mon co-débatteur du MLC.
d'éventer la période de 1+4 comme si c'était une période beaucoup plus stable par rapport à la période où Joseph Kabila règne avec sa famille politique. Bon, je crois que ça, c'est une contre-vérité. Je ne savais pas qu'on va revenir sur le bilan de la formule 1+4. Sinon, j'amènerais à mon co-débatteur les dépassements budgétaires énormes qui étaient constatés à la vice-présidence chargée des questions économiques où son chef était vice-président. Donc, vous comprenez que s'il y a eu de gâchis pendant la période 1+4, c'était essentiellement à la vice-présidence qui était chargée des questions économiques où son président a été. Donc, comme il dit, le débat reste ouvert. Le jour où vous allez programmer un tel débat sur la gestion des 1+4 avec la gestion qui suit, je crois que j'ai la possibilité de venir prouver le contraire à mon débatteur et lui dire que les gâchis étaient énormes pendant la période où son chef était en train de gérer la République. Et je voudrais dire quelque chose aussi par rapport à cette même période. Il va se rendre compte, puisqu'ils avaient, comme il a dit, les questions économiques, le budget, il a dit lui-même. Mais imaginez-vous, pendant la période 1+4, le budget de la République était de combien? Considérez la hauteur de ce budget par rapport au budget actuel. Aujourd'hui, 2016, on nous parle d'un peu plus de 8 milliards. Mais pendant la période 1+4, et étaient au budget. Ils étaient dans les questions économiques. Moi, je suis du Katanga, j'ai la possibilité de vous parler de beaucoup de contrats léonais qui avaient été signés pendant la période de 1+4 qui défavorisaient les activités de la GECAMINE, mais ça provenait de la vice-présidence qui était animée par M. Mbemba. Donc, c'est vous dire simplement qu'ils n'ont pas à se vanter, puisque nous avons la possibilité de comparer la hauteur de budget qui était à ce moment-là animée par le ministère du budget, qui était animé par le MLC à ce moment-là. Nous n'avions que quelques centaines de millions. Je vous rappelle, quelques centaines de millions. Aujourd'hui, nous parlons de milliards. Mais pourquoi ils ne peuvent pas être humbles et avoir l'humilité de pouvoir reconnaître? Je reviens à ce que j'ai entendu de mon co-débatteur. Il parle du dialogue. Non, je crois que Joseph Kabila a été clair. En dehors de vertus qu'il a dû rappeler par rapport à tout ce que nous avons entendu parler du groupe de C'était quoi, il a rappelé 3 vertus: la loyauté, la discipline et la vérité. Et là, je crois qu'il a répondu à tout ce qu'il y avait comme problématique ou interrogation dans l'opinion pour dire pourquoi Joseph Kabila ne parle pas par rapport à la fameuse lettre de 6 pages qui avait été signée par les 7 frondeurs. Et Joseph Kabila n'a pas voulu répondre à ces 7 frondeurs puisqu'il comprenait qu'il risquait de pouvoir s'abaisser. Mais il a donné un message clair à tous ces frondeurs, y compris les opposants qui ont applaudi, qui ont jubilé, puisqu'ils ont entendu les frondeurs signer leurs lettres. Et là, Joseph Kabila a rappelé 3 défis également. Le premier défi, c'est préparer les élections. Et il a dit à sa famille politique, je crois que comme la presse a relayé le message, l'opposition qui s'évertue à parler du départ de Kabila, je crois qu'il va pouvoir tomber sur l'occasion pour préparer également aussi les élections. Et il parle également du dialogue. On doit se préparer au dialogue politique. Bon, moi je ne sais pas aujourd'hui la position contraire du MLC. Et je voudrais intéresser l'opinion. L'opinion va se rendre compte qu'en 2013, il y a eu ce que nous avons appelé les négociations. Et dans ces négociations, le MLC était présent. Mais en quoi ces négociations étaient plus importantes par rapport au dialogue politique qui est projeté par le chef de l'État? Ça, c'est une question que je pose à notre ami du MLC. En quoi ces négociations de 2013 étaient plus importantes par rapport au dialogue que nous voulons tous, politique et inclusif, qui est projeté par le chef de l'État? Non, il ne faudra pas. Il a dit que les concertations nationales, par exemple, toutes les recommandations sur... Non. Je crois que nous gérons la République, nous, avec le chef de l'État, au sein de l'AMP, et je crois que nous sommes comptables devant notre peuple, et nous prenons des stratégies et des mesures pour que réellement demain, nous puissions avoir un discours qui nous met dans une position réellement de responsable vis-à-vis de notre peuple. Je crois qu'il ne faudra pas que par des frustrations personnelles, on puisse en faire un combat politique. Je sais qu'au MLC, ils étaient d'accord pour les négociations. Je sais qu'au MLC, ils étaient d'accord pour un gouvernement de cohésion nationale. Ce n'est pas le fait qu'on n'a pas pris tous les cadres du MLC que ça doit poser problème aujourd'hui. Quelques cadres du MLC ont été pris dans le gouvernement de cohésion nationale. Mais quant à dire que ceux qui restent puissent se liguer
pour dire désormais nous allons contrarier tous les mécanismes et toutes les démarches politiques pour amener la paix dans le pays. Non, je crois que ça c'est une démarche contraire à la paix, contraire à des bonnes vertus dans la République, puisqu'il refuse le dialogue. Puisqu'en dehors de ça, Joseph Kabila a aussi parlé de la résistance vis-à-vis de tous ceux qui veulent troubler la paix dans ce pays. Donc à l'AMP, nous nous préparons, puisque nous savons que beaucoup de choses sont posées dans ce pays ou bien sont occasionnées dans ce pays sur base de certaines personnes, soit intérieures, soit extérieures, mais qui tirent les ficelles, qui tirent plutôt les ficelles. Donc je voudrais simplement dire, pour terminer, que le dialogue est tellement important et que nous tous, nous devons nous préparer pour aller au dialogue, y compris le MLC, puisqu'ils n'ont pas une justification exceptionnelle par rapport... Oui. Je termine s'il vous plaît quelques secondes. Ils n'ont pas une justification spéciale par rapport aux négociations. Et je voudrais dire simplement que, et qui refusent le dialogue, puisque nous sentons tous et nous comprenons politiquement que nous sommes bloqués, ils n'ont pas une alternative. Vous allez lui poser la question, il aura difficile à vous donner une alternative en dehors du dialogue. D'accord, merci Jean-Jacques Mamba. Vous êtes catégoriquement contre le dialogue et vous proposez quoi pour sauver le pays que vous prétendez d'abord, j'aimerais, dans les gouffres? Parce que nous sommes devant, et puis c'est un direct, il faut apporter une certaine lumière sur la question de la participation des membres du MLC. Il s'agissait des concertations nationales. Et je pense qu'avant d'aller aux concertations nationales, notre bureau politique avait déjà donné une feuille de route qui a été rendue publique à la télévision, dans laquelle il était bien stipulé que nous allons participer aux concertations nationales, mais nous ne sommes nullement intéressés à participer à quelconque gouvernement. Donc ceux qui l'ont fait à titre personnel. Pour preuve, ils ont créé un autre parti à l'intérieur. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être aigri, parce que nous avons des députés, ce sont des frondeurs, nous avons des députés, nous avons des sénateurs, et leur départ n'a pas handicapé le fonctionnement du parti. Donc ça, c'est une parenthèse. Maintenant, nous avons dit que nous ne voulons pas du dialogue organisé par le chef de l'État parce que pour nous, les questions soulevées sont de la compétence de la CENI. Et lorsque une institution reçoit 17% du budget qu'elle a demandé, c'est la responsabilité de l'exécutif national et c'est le chef de l'État qui doit impulser pour que la CENI reçoive les moyens nécessaires. Si le chef de l'État veut aller discuter avec des gens pour des questions de financement des élections, mais c'est très grave. Un pays normal comme le nôtre doit préparer ses élections avant et ce n'est pas le chef de l'État qui va convoquer des gens, par exemple le MLC, pour leur dire écoutez, qu'est-ce qu'on fait pour financer les élections? Le MLC n'a pas la réponse. L'exécutif qui gère les ressources de l'État doit être en mesure de le faire et si son Premier ministre ne l'a pas fait, il doit le limoger simplement. Parce que c'est une obligation constitutionnelle d'avoir des élections à intervalles réguliers. Si cela n'est pas fait, il doit tirer les conséquences. Donc nous aimerions des gestes forts. Il n'a qu'à changer son équipe actuelle, mettre un gouvernement susceptible de réunir les moyens nécessaires, nous laisser aller discuter à la CENI parce que nous avons introduit des mémos pour lesquels nous n'avons pas de réponse et à partir de la CENI, nous trouvons des solutions si les moyens suivent. Donc je pense que notre position reste inchangée. Si le chef de l'État veut discuter avec les gens, il est libre, mais avec le MLC, ça sera compliqué. Mesdames et messieurs, c'est la fin. On n'aura pas à terminer tout le sujet, vous avez compris, mais la RTGA reste toujours ouvert pour des débats d'actualité et d'information. Vos invités, c'était Jean-Jacques Mamba, il est le porte-parole du MLC, aux côtés ou sinon en face de l'honorable Dieudonné Mouenzé, cadre du PPRD de la majorité présidentielle. Nous parlions bien sûr, nous analysions tout à l'heure le discours ou sinon l'adresse de Joseph Kabila devant sa famille politique à Kingakati le dimanche dernier. Merci d'avoir été avec nous. D'ici là, portez-vous bien. Merci, monsieur. Ah oui. Ils viennent aux négociations, ils ne veulent pas venir au dialogue.